Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Média Pro qui décrypte pour vous l'actualité médiatique de la semaine. Après les médias, les journalistes, le traitement médiatique, après les réseaux sociaux, c'est au tour des influenceurs d'entrer dans la guerre des images et des mots dans le conflit à Gaza. Avant de commencer le débat, nous allons regarder quelques vidéos qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux sur l'implication des influenceurs dans la communication, justement, de ce conflit. A quarter of a nuclear bomb. This is equivalent to the bombs dropped on Gaza in less than 10 days. But wait, how are you watching this? This video should have been hidden from you. Since you are here now, wait till the end to know what they are hiding from you. Gaza is so small that you can cross it from east to west in only 10 minutes. More than 2 million people live in Gaza. Trapped with nowhere to go. They cannot even swim for it. Because of Israeli forces in the... Till today, Israel has killed 4,300 civilians. With a child being murdered at a rate of 1 kid every 15 minutes. Israel has cut off water, electricity, medicine and fuel from homes and hospitals. Yes, Israel does have the power to do that. And that's not even the only war crime. Are you ready? Go. Starvation and collective punishment. Check. Forced displacement. Check. Ethnic cleansing. Check. Targeting journalists and doctors. Check. But you Palestinians, you killed 40 babies. Retracted. But you raped women. Retracted. But you started it. No, Israel started this 75 years ago. Know your history. Stop the genocide now. Voici comment nos médias et nos gouvernements ont manipulé notre avis sur la situation israélo-palestinienne. Alors la première chose, ça a été la manipulation de notre empathie avec un traitement médiatique inégal des civils. Pour les civils israéliens, les médias employaient le terme « tuer », qui évoque une douleur et une souffrance particulière, alors que pour les civils palestiniens, les médias employaient le terme « mort », ou des bilans de mort qui n'évoquent aucune émotion, juste des faits froids. Et cette inégalité a été extrêmement critiquée sur les réseaux, forçant les médias à arrêter cette distinction. Mais ce n'est pas suffisant. Les inégalités ont persisté en termes d'image. Si vous le remarquez, les civils palestiniens sont très peu humanisés. On va les représenter sous forme de cadavres, de sacs mortuaires, de ruines ou encore de bâtiments explosés. Tandis que les civils israéliens vont être identifiés, on va donner leur nom, leur visage, on va raconter leur histoire. On va mettre en avant nos ressemblances culturelles, les victimes lisées du Harry Potter, les victimes allaient dans des festivals. Les médias les ont humanisés, ce qui devrait être la norme pour tout le monde, mais qui n'a pas été fait pour les civils palestiniens, qui sont représentés sans nom, sans histoire, et qu'on résume à des personnes pauvres dans un pays lointain, en guerre depuis des années, et qui paraissent donc très loin de notre quotidien. Voilà, c'était Crazy Sally, une influenceuse française suivie par plus de 1 million de personnes et qui a décrypté à sa manière justement le traitement médiatique de la guerre à Gaza. Comment justement les influenceurs influencent l'opinion publique pour contrecarrer le traitement médiatique parfois biaisé. Faisal Matawi, nous avons vu une vidéo au départ. C'est une vidéo réalisée par plusieurs influenceurs arabes de différents pays de la région, du Moyen-Orient, avec un titre très révélateur, Stop the Genocide Now. أوقفوا المجزرة الآن. Alors, le discours est bien sûr bien huilé, bien réalisé, bien monté, avec une terminologie en anglais et en arabe pour faire passer le message à l'international. Absolument, parce qu'on a vu que les médias internationaux, du moins une partie d'entre eux, ont choisi leur camp et en évoquant une guerre à sens unique. Et on a vu l'influenceuse ou la créatrice de contenu évoquer le fait de déshumaniser, le fait d'enlever des visages. Elle a décrypté les médias comme jamais un journaliste n'avait jamais fait, en fait. Absolument, parce que c'est ancien pour les médias américains et une partie des médias occidentaux. Les Palestiniens, les Arabes, les musulmans en général. Bien sûr, ce mouvement s'est accentué après les attentats du 11 septembre 2001.
les Arabes et les musulmans ne sont pas des humains. Ils sont toujours tout juste des machines à tuer ou des personnes qui doivent être écrasées. D'ailleurs, le cinéma de Hollywood, vous le connaissez très bien, Salim a produit plus de 1500 films. Tous se rejoignent dans l'idée que l'arabe et les musulmans, c'est un sauvage. Il y a un documentaire là-dessus. Hein, comment Hollywood absolument, elle a déformé, montre les Arabes. Déforme les films de Harrison Ford et d'autres films où on voit l'arabe ridiculisé. Dans Indiana Jones, entre autres. Indiana Jones, etc., qui est un film raciste, à mon avis, dans plusieurs points, pas uniquement par rapport aux Arabes, mais également aux Africains, aux Asiatiques. C'est un discours qui est ancien. Donc les médias américains, qui ont parfois tendance à scénariser les événements, au lieu de dire les mots exacts, et bien sûr, on utilise ces sémantiques qui est curieusement partagée par tous les médias. Pour ces médias occidentaux, les Palestiniens morts à Gaza et le bilan est en train de s'approcher de 10 000. Ça veut dire que depuis le 8 octobre, ça fait presque 20 jours, plus de 20 jours, on a presque 1000 morts par jour. C'est du jamais vu dans l'histoire. Donc ces personnes qui meurent, ces bébés, ces enfants, ces vieillards, ces jeunes qui meurent dans Gaza, c'est des personnes mortes. Ils sont morts. Le terme utilisé, c'est mort. Died. Ils n'utilisent pas le terme tué parce qu'ils sont morts. Comment ils sont morts? Mais lorsqu'il s'agit des Israéliens, ils sont tués, ils sont assassinés, ils sont massacrés. Donc les termes ne sont pas neutres parce qu'on a tendance à oublier qu'on choisit bien ces termes. Et les créateurs de contenu, les influenceurs, vous l'avez dit, Salim, ils sont en train de contourner cette censure, cette immense censure, parce que ça a commencé avec le hashtag Praying for Gaza, Dua ila Gaza, faites une prière pour Gaza, mais là, même le moteur Google a commencé à jouer, parce que je me suis aujourd'hui amusé à chercher le terme en anglais, Praying for Gaza, et il me fait sortir tout de suite en premier article, Praying for Gaza and Israel. Ça veut dire que les logiciels utilisés par Google permettent aussi de contourner certains termes, parce que la technologie, on l'a dénoncé plusieurs fois dans cette émission, l'année passée, cette année, le fait que les grands médias, les grands networks, les grands réseaux, les grandes plateformes numériques sont entre des mains, concentrées entre les mêmes mains, cela donne cette pensée unique et ça donne cette orientation, cette manipulation qui est parfois outrancière. Parce que la manière avec laquelle on est en train d'orienter le débat en ignorant totalement, alors là, totalement ce qui se passe à Gaza, comme s'il s'agit d'une guerre marginale, à peine on commence à parler on insiste sur les corridors humanitaires, on insiste sur l'idée que oui, il faut acheminer les vivres, alors que tout le monde sait que Israël a mis Gaza carrément dans un blackout total, isolé du monde, coupure d'Internet, coupure d'électricité, coupure de l'eau. C'est des personnes qui sont en train de des médicaments. La crise, l'ONU a fait des alertes pour dire que la situation risque d'être complètement dépassée. Il y a eu même une résolution qui a été votée, largement votée. Largement votée, évidemment. Et qui n'est pas encore appliquée. Appliquée parce que il s'agit. Et aujourd'hui, on a entendu le procureur général qui, enfin, a bougé de la Cour pénale internationale, parce qu'à un moment donné, cette CPI, on pensait qu'elle était créée pour les Africains, pour les dirigeants, les chefs d'État africains. La CPI a aussi mission de protéger les civils. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans les Balkans, parce qu'à un moment donné, dans les Balkans, parce qu'il y avait des musulmans dans cette région du monde, on a fermé les yeux sur les massacres, comme c'était le cas au Rwanda, et d'autres, parce que la communauté internationale, ce qu'on appelle la communauté internationale, a aussi une conscience tourmentée par rapport, lorsqu'il s'agit d'Africains ou de musulmans massacrés. C'était le cas en Irak, c'était le cas en Afghanistan, c'était le cas en Syrie. Israël bombarde les aéroports syriens sans que personne ne bouge, bombarde des hôpitaux et des ambulances, crimes de guerre, mais personne ne bouge. Mais ça veut dire que maintenant qu'il y a quand même... Parce je pense qu'il y a quelque chose de positif, parce que ces derniers temps, au moins il y a des marches à travers le monde. Le noir, le blanc, le vert et le rouge, la couleur du drapeau palestinien, on a vu que ces drapeaux maintenant, on les voit ailleurs, et ça a obligé certains médias qui ne disaient rien du tout, y compris sur ces marches, qui ne disaient rien, ont commencé à parler. On a vu la marche de Londres, on a vu les marches à Chicago, à New York,
Gigantesque, celle de Londres. En Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. Donc, l'opinion publique, si vous permettez. Moi, je pose la question à Reda Harirash, qui connaît... L'opinion publique mondiale a compris qu'on est en train de lui mentir. Je voudrais poser la question à Reda Harirash, qui connaît bien un petit peu la scène politique française. Comment expliquer justement que la France a interdit justement l'organisation d'une manifestation ce samedi pour justement défendre la cause palestinienne? Parce que la démocratie... Décision sortie de la justice, hein, donc une décision arbitraire décidée par la justice française qui a interdit tout simplement cette manifestation, alors que dans toutes les capitales du monde occidental, hein, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Espagne, etc., l'Italie, beaucoup de pays occidentaux ont marché pour Gaza. Il faut dire que dans les autres pays européens et occidentaux, la démocratie fonctionne un peu mieux, déjà. Elle ne fonctionne pas bien en France, la démocratie? Alors, la démocratie est parasitée, parce que même si la semaine dernière, par exemple, le Conseil d'État a été sollicité, il a autorisé une marche, oui. Mais régulièrement, il faut à chaque fois déposer donc, une autorisation pour pouvoir marcher. Et à chaque fois, il y a toujours des difficultés et le Conseil d'État ne peut pas être à chaque fois sollicité. Mais il est clair que la démocratie actuellement en France connaît quelques couacs, puisqu'elle va uniquement dans un seul sens et que cette démocratie-là, déjà, les différentes composantes politiques qui parsèment cette démocratie sont en train de s'affronter violemment actuellement. Donc il y a véritablement une polarisation de la scène politique en France, alors que normalement, en principe, il devrait y avoir un débat. Il peut y avoir les pour et les contre, mais il ne devrait pas dépasser certaines limites. Or, ces limites ont été plusieurs fois dépassées. Donc il y a ça déjà. Et puis deuxièmement, il y a une chape de plomb, comme je l'avais dit lors de notre dernière émission, sur la question palestinienne depuis maintenant plusieurs années, notamment en France, où de plus en plus on a eu tendance à observer un glissement sémantique où on va jusqu'à confondre le Hamas avec Daesh, de manière à étouffer définitivement cette question palestinienne, mais qui au final l'aurait venue comme ça subitement. Et ça, ils n'étaient pas du tout préparés, c'est-à-dire que les influenceurs et les lobbies qui jusque-là ont essayé de jeter un voile sur cette question palestinienne n'ont pas été préparés et ils ont été pris au dépourvu et ils ne savent pas trop comment faire pour contenir cet élan de sympathie qui est de plus en plus fort, y compris au sein de la société française pour les Palestiniens. Alors, Faisal Matawi, je voudrais revenir un petit peu sur les influenceurs et sur cette vidéo qu'on a vue des influenceurs arabes et même français. Ils ont aussi réagi pour répondre à des influenceurs israéliens qui ont un petit peu, se sont un peu moqués de la situation à Gaza et qui a créé tout un tollé sur les réseaux sociaux. C'est une réponse très très forte aux influenceurs sionistes qui ont tenté justement de donner leur valeur sur un conflit qui était déjà bien défendu sur les réseaux sociaux. Oui, absolument. Tant mieux. Entre parenthèses, pour continuer ce que disait Reda par rapport aux manifestations, nous sommes au mois d'octobre et rappelez-vous que le 17 octobre 1961, les Algériens étaient sortis à Paris pour manifester pour l'indépendance et pour le droit du peuple algérien de disposer de ses terres. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec Maurice Papon, qui a donc massacré les marches, ils ont tiré sur les civils, tué des civils, et à ce jour, ce crime n'a jamais été jugé. Maurice Papon, il a eu des médailles après, il n'a même pas été jugé. Donc ce n'est pas nouveau en matière d'interdiction de manifestation lorsqu'il s'agit de défendre des causes justes. Et Maurice Papon a été jugé pour son crime dans le Veldiv, contre, justement, quand il était avec le gouvernement Vichy, mais il n'a pas été jugé pour son crime contre les Algériens. N'est-ce pas, Reda Harirash? À ce jour, c'est un crime qui reste donc impuni. Bon, pour les crimes contre les Algériens, aussi bien pour le 17 octobre 61
que pour ce qui s'est passé dans le Constantinois, également Tout à quand fait, il était oui. préfet Tout à de fait. Constantine. Là aussi, parce qu'on en parle moins, parce que c'est moins connu, mais il y a eu des événements là-bas sur place en 56, notamment 55-56, juste après donc, l'opération qui a été menée par Ziaout Youssef. Il y a eu une riposte cinglante dont on parle moins. C'est un épisode qui est moins connu, mais Maurice Papon avait été, au cours de la Seconde Guerre mondiale, préfet de Bordeaux. Puis par la suite, il a été affecté à Constantine au cours des années 50. Et enfin, il se retrouve au cours des années 60 préfet de Paris. Et c'est lui qui est chargé donc, par le Premier ministre Michel Debré, qui est lui aussi complice, hein, le Premier ministre Debré, de mener cette répression-là qui a fait plusieurs centaines de morts. Alors, cette offensive des influenceurs arabes et étrangers, internationaux, a poussé l'Union européenne, Bruxelles, de justement enquêter sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et TikTok. Et quelques jours après, TikTok supprime 500 000 vidéos et a fermé plus de 8 000 diffusions en direct. Aujourd'hui, l'Union européenne ne laisse pas la liberté d'expression s'exprimer sur les réseaux sociaux. Je pense que dans l'espace européen, dans l'Union européenne, de la manière avec laquelle la politique extérieure est conduite, d'ailleurs l'Union européenne peine à avoir une politique extérieure commune, comme il peine à avoir une politique de défense commune, comme il peine à avoir une politique de sécurité. C'est un discours qui est au sein de Bruxelles, et personnellement j'ai assisté à plusieurs débats à Bruxelles à l'époque sur ça, parce que l'OTAN reste une organisation transatlantique dominée par les États-Unis, et l'Europe en grande partie reste dominée par les États-Unis, comme on l'a vu avec la guerre de l'Ukraine. L'Union européenne est le principal perdant de cette guerre, même si cette guerre maintenant est passée au second plan à cause de ce qui se passe à Gaza. L'Union européenne s'est distinguée ces derniers temps avec la censure des médias russes. Maintenant, ils s'intéressent aux médias chinois, à TikTok, qui est un réseau chinois, etc., et qui font aussi pression sur Twitter, qui reste, ou plutôt X, la plateforme X, qui reste quand même une plateforme où il y a plus ou moins... Très forte grâce à la plus politique de liberté d'Elon Musk. Justement, on va en parler tout à l'heure. Et qui laisse une certaine liberté, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur ce réseau, souvent des informations vérifiées de médias, etc. Et donc, ça ne plaît pas à l'orientation donnée par l'Union européenne. On lui a demandé de supprimer justement les vidéos venant des mouvements et des réseaux palestiniens. Et de laisser les vidéos des réseaux sionistes. Et de quel droit l'Union européenne demande ça? L'Union européenne n'est-il pas une institution Elle est contre l'équilibre. Oui, il y a une politique, il y a des prix même donnés, prix Sakharov, il y a le Parlement européen qui nous parle chaque année des droits humains, de la liberté d'expression, lorsqu'il s'agit d'autres pays, lorsqu'il s'agit des pays africains ou des pays arabes, mais lorsqu'il s'agit de la politique intérieure à l'Europe, on voit qu'il y a des limites, et c'est pour un peu maintenir la pensée unique, parce qu'il y a une pensée unique maintenant qui s'est instaurée, qui est plus grave, parce que nous avons eu, rappelez-vous Salim, la semaine passée, une invitée qui nous a parlé de l'interdiction de penser. Ça, c'est encore plus grave. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'avoir un autre point de vue sur une situation où vous devriez avoir un seul narratif, une seule explication, une seule orientation. Si vous dites autre chose, on vous taxe de terroriste, parce que les mouvements de libération de l'histoire et les Européens ont les mains tachées de sang par rapport à ce qui s'est passé en Afrique. Rappelez-vous ce que les Allemands ont fait en Namibie, ce que les Portugais ont fait en Mozambique, ce que les Français ont fait dans l'Afrique de l'Ouest, ce que les Britanniques ont fait en Inde et dans d'autres contrées du monde. Donc l'Union européenne est composée de pays ex-colonisateurs qui ont donc un héritage très lourd de leur histoire. Et donc c'est presque, j'allais dire, presque naturel qu'ils se taisent sur des crimes commis par une autre puissance coloniale, et qui veulent orienter le monde aussi de cette manière. Facebook est une plateforme américaine, la même chose pour WhatsApp et Instagram, TikTok est chinois. Il n'y a pas une grande plateforme numérique européenne. Alors ça veut dire qu'on se pose des questions sur la puissance numérique de l'Europe, et donc quand ça échappe à leur contrôle, on essaie d'utiliser des instruments qui finalement ne sont pas des instruments pour défendre un point de vue ou une cause, c'est des instruments de censure. Oui, Reda ? Voilà, je voudrais juste compléter dans cette guerre des influenceurs qu'un certain nombre d'influenceurs se sont rendus compte, notamment sur Facebook, que leur marge d'intervention est largement limitée. C'est-à-dire celui qui a l'habitude de recevoir 500 likes, il en reçoit 25 ou 10.
Et beaucoup se sont rendus compte de ça, notamment en ce qui concerne les partisans de la cause palestinienne, sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux, notamment occidentaux. On essaye de restreindre en quelque sorte leur portée. Il y a eu même quelques influenceurs en France qui ont eu des problèmes, justement, ils ont été menacés. Il y a eu même une influenceuse d'origine maghrébine qui on a balancé son numéro de téléphone sur les réseaux sociaux et elle s'est fait harceler et insulter par pas mal de gens. Il y a vraiment une haine qui s'installe dans le paysage médiatique, mais aussi sur les réseaux sociaux. C'est une terreur. C'est une terreur. L'histoire l'histoire nous renseigne, elle est là peut-être pour nous, on part sous son contrôle, elle nous renseigne beaucoup sur les pratiques européennes de ce monde occidental qui donne de leçons et qui parfois oublie qu'il a eu aussi une histoire chargée par le passé, notamment par rapport aux Juifs, ce qui s'est passé en Allemagne avec la Shoah, etc. Donc il a une conscience tourmentée, comme l'Allemagne d'ailleurs. Il faudrait bien qu'on ouvre le débat sur l'Allemagne. Et cette manière, l'Allemagne interdit aussi les manifestations pour les pro-palestiniens. On a même vu la police allemande interdire plutôt s'attaquer aux militants pro-palestiniens qui n'étaient pas des Arabes, mais bien des Allemands. Parce qu'il y a une opinion publique malgré tout. Il y a des gens honnêtes en Europe et en Amérique, aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays qui, malgré tout, permet les manifestations, permet aussi de l'expression, certaines expressions, moi, dans les médias qui n'ont pas sous contrôle, parce que souvent on parle de médias mainstream. C'est des médias sous contrôle, donc qui ont la même pensée, parce que finalement on se rend compte qu'il n'y a pas une grosse différence entre CNN, BBC ou un média allemand ou français, etc. C'est presque les mêmes sémantiques, les mêmes mots, et donc c'est la même pensée. Et j'espère que ça va ouvrir un débat, parce que ça va pas passer comme ça. Parce que ceux qui pensent que maintenant, la manière avec laquelle on a imposé une pensée unique, ça va passer comme ça, on passera à autre chose. Non, les opinions publiques, en réagissant avec leur sortie dans les rues, il y a beaucoup d'Européens qui sont sortis, qui ne sont pas du tout politisés, ou ils ne sont pas du tout des islamistes ou tout autre. Parce que généralement, quand vous sympathisez avec la Palestine, vous êtes des islamistes, vous êtes proche de Hamas, vous êtes proche de l'Iran. À chaque fois, on trouve un ennemi, parce que les Occidentaux, dans leur histoire, ont toujours besoin d'ennemis ou de menaces extérieures. Ces personnes, donc cette opinion, a compris qu'on est en train de lui mentir, a compris qu'on ne lui a pas tout dit, et que ce qui se passe à Gaza ne peut pas passer comme ça inaperçu. Maintenant, je parlais tout à l'heure du procureur de la CPI qui dit qu'il est en train de suivre ce qui se passe à Gaza après 10 000 morts. Il s'est réveillé et il peut donc enclencher une procédure qui ne va peut-être jamais aboutir, parce que Israël ni les États-Unis ne reconnaissent la CPI. Donc c'est un instrument international qui a été créé à un moment donné, mais qui n'a pas été utilisé, sauf peut-être pour le Rwanda ou pour les Balkans, parce que ce qui se passe en Gaza relève du droit international, relève crime de guerre et crime contre l'humanité. Concernant les influenceurs, on notera que le silence et l'absence des influenceurs algériens dans la médiatisation justement de la cause palestinienne. Même arabe, parce que je pense que... Arabe, il y en a quand même. Oui, mais il y a beaucoup, après 20 jours, presque 20 jours, on aurait aimé que... La question est posée pour certains intellectuels arabes, pour certains écrivains, cinéastes, artistes, des artistes qui souvent, à longueur d'année, à longueur de journée, nous parlent de leur maquillage et de leurs habits, et que quand il s'agit de défendre une cause, juste, après tout, sans être politisé, sans avoir une idéologie, on peut défendre une cause. Ces influenceurs, ces créateurs de contenu restent muets. Alors, en parlant de stars arabes, il y a eu 2 stars arabes importantes. Un qui était perdu de vue depuis quelque temps, qui est réapparu dans un média britannique, enfin américain, l'émission Talk TV, et qui a accordé une interview qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Cette personne, c'est Bassam Youssef, un humoriste égyptien qui vit actuellement, je crois, aux États-Unis, et qui a accordé une interview au journaliste britannique Piers Morgan, un journaliste très conservateur, et qui a eu un échange qui a bouleversé la scène médiatique. On regarde et on revient au débat. I mean, there's a dark humor there, and I understand why. Because no, it's not dark humor. I try to get to her every time, but she uses our kids as human shields. I can never take her out.
again, I understand the humor, but to be serious, Bassem, about this, tonight there okay, is... I will be serious. The question is, what is a proportionate response? Because Yes. it has been different from one tier to another. So if you look to this graph, for example, this is the death of Israeli and Palestinians, and it's changing from 1 year to year. It's like fluctuating like crypto. So my question is today, what is the going rate today for human lives? I mean, 2014 was a great year for Ben Shapiro. 88 Israelis were died, and there was 2,329 Palestinians killed on the other side. That is one Israeli for 27 Palestinians. That is a very good exchange rate. What I'm saying is, what is the exchange rate for today? So you guys will be happy. That's my question. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يصبر أهالي الشهداء ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله. كم الرسائل اللي بتجيلي إن نازل حاجة وعايزين صوتنا يوصل لمين؟ يعني عايزين صوتنا يوصل لمين برا بلادنا؟ صوتنا يوصل لبلادنا. بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة، وبنشتري أسلحة وبنشتري دبابات وبنشتري طيارات وبنسيبها لحد ما تصدي وتترمي ونشتري غيرها. هنستخدمها امتى أسلحتنا وجيشنا وجيوشنا؟ وصوتنا يوصل لمين بره؟ احنا عايزين مين بره يدافع عننا؟ C'était l'acteur, la star égyptienne Mohamed Ramadan. On a voulu un petit peu équilibrer entre Bassem Youssef et Mohamed Ramadan. Mohamed Ramadan qui a fait une vidéo qui a fait également le buzz, mais je voudrais revenir un petit peu sur Bassem Youssef, qui est un humoriste, un animateur de talk show, premier animateur de talk show en Égypte avec son émission Al-Barnamej, et qui était une émission satirique qui a un petit peu critiqué les hommes politiques et surtout les islamistes à l'époque, et qui finalement a quitté l'Égypte pour vivre à l'étranger, et qui est revenu sur la scène justement audiovisuelle avec cette intervention qui restera dans les annales. Oui, absolument. Et d'ailleurs, Fox News et Sky News annoncent une deuxième face-à-face avec Piers Morgan. Piers Morgan qui est un journaliste connu pour ses idées très conservatrices, très proches d'Israël, très proches des thèses donc, des white Christians, des blancs chrétiens, et qui officie bien sûr comme un gardien du temple au sein de Sky News, plutôt de Fox News, qui est une chaîne de droite, pour ne pas dire d'extrême droite. Il ne s'attendait pas à cette réaction de Bassem Youssef. Bassem Youssef, c'est vrai que c'est un humoriste, un chirurgien à l'origine, de métier. Ouais. Et bon, il était déjà, le Barnamej a fait fureur en Égypte après ce qui s'est passé, les manifestations contre Moubarak, etc. Et Bassem Youssef est marié à une Razaoui, une Palestinienne de Gaza. Il l'a dit justement. Et d'ailleurs, tout le monde a apprécié cet humour noir qualifié par Piers Morgan d'humour noir. Il dit: je voulais tuer ma femme, et elle a utilisé les enfants comme bouclier. C'est un peu une manière de répondre à la propagande israélienne qui dit que le Hamas, le mouvement Hamas, utilise les enfants ou les civils comme des boucliers. C'était une vidéo qui a fait fureur sur les réseaux sociaux. J'ai vu que ça a dépassé les 20 millions de vues. Tout à fait. Je pense que c'est jamais vu pour les émissions de Piers Morgan. C'est un passage de quelques minutes. Hein. Parce que ça a cassé une pensée unique qui était imposée. Ça a brisé. C'est une fissure dans le mur du silence et de la propagande. Voilà quelqu'un qui vit aux États-Unis, qui parle très bien anglais, qui peut paraître pour un Américain physiquement, et qui dit autre chose de ce que dit la propagande. Mais d'une manière très intelligente. Oui, c'est un humour très intelligent, et ça a laissé des traces. Et il a fait passer le message. Il a fait bien passer le message pour dire, voilà, il y a des civils tués à Gaza. D'où cette émission, je pense qu'ils l'ont programmée pour le 31 octobre. C'est un retour, si vous voulez, un match retour, parce que Fox News et Sky News essaient de rattraper un peu le coup. Ils vont essayer de faire dire à Bassem Youssef autre chose, mais je pense que Bassem Youssef est un homme très intelligent. Alors, il y a une chose, qui a bien fait passer son message. Il y a une chose qui est importante, Faisal, c'est le discours en anglais. Aujourd'hui, on ne se limite pas à faire des discours en arabe seulement pour un auditoire arabe. Aujourd'hui, on s'exprime en anglais. On a vu les influenceurs faire passer le message en anglais, on a vu le comédien, on a vu d'autres
d'autres journalistes qui officient, interviennent sur les plateaux de télévision. Aujourd'hui, la Palestine ou les Palestiniens essayent de faire porter leur voix au-delà des frontières du monde arabe. Absolument, parce que c'est comme ça qu'on peut parler au monde. L'anglais est une langue partagée dans le monde entier, c'est une langue internationale. Et je pense que si on veut que comme disait Mohamed Ramadan, faire arriver notre voix au monde entier, il faudrait qu'on parle au monde avec la langue qu'il comprend. Et donc cette réaction des créateurs de contenu arabes, en attendant de voir des créateurs de contenu algériens réagir aussi par rapport à cette question, est très, très positive, parce que je pense que les créateurs de contenu, on a vu comment quelques phrases de Bassam Youssef ont fait tilt et ont fait réagir tous les médias occidentaux. Vous avez vu, vous aurez remarqué, Salim, que tous les journaux pratiquement occidentaux ont fait des articles sur Bassam Youssef et on se sont même des vidéos sur TikTok, l'interview a été découpée, partagée, traduite en plusieurs langues, en français, en anglais, en arabe. Et ça veut dire que c'est la preuve qu'effectivement, il y a une terreur qui a été dressée sur les autres stars. On a vu comment on a maltraité Attal, Youssef Attal, comme on a aussi menacé Benzema pour faire un exemple. L'idée d'empêcher les autres de dire autre chose. D'ailleurs, depuis, personne ne parle parce qu'il y a une terreur, parce que les gens ne peuvent pas dire leur point de vue au risque d'être accusés de terroristes. Il faut préciser que Bassam Youssef est un petit peu à l'arrêt. Il n'a pas un programme qu'on va arrêter juste après. Donc, il ne travaille pas pour la Fox, il ne travaille pas pour CNN. Il fait des spectacles. Il fait des spectacles et là, il avait cette liberté d'expression. Oui, parce que j'ai vu qu'il y a d'autres créateurs de contenu qui ont aussi subi des pressions après avoir exprimé leur point de vue. Je citerai par exemple le Maya Khalifa qui a aussi déclaré avoir son soutien au peuple palestinien, et elle a été elle a été licenciée de la société où elle travaillait le 8 octobre, ça veut dire le jour même de l'offensive. Il y a d'autres créateurs des influenceurs comme le joueur de rugby néo-zélandais Sonny Bill Williams qui a juste partagé Praying for Gaza, et qui, bien sûr, maintenant attaqué de toutes parts. D'autres influenceurs, comme par exemple les créatrices de mode qui sont d'origine palestinienne, qui vivent aux États-Unis, Simi and Hayes. Ils sont deux sœurs jumelles qui partagent des vidéos et des drapeaux palestiniens sur Instagram. Ça atteint les 2 millions actuellement. Mais ces influenceurs, maintenant, ils sont en train de casser petit à petit cette chape de plomb qui s'est dressée contre tout le monde. Bien sûr, aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord, vous avez plus de marge de liberté par rapport à l'Europe. On a vu comment l'Union européenne est en train de dresser des barrières contre ces expressions. Et je pense que ce travail fait par les créateurs de contenu, des influenceurs, par les opinions qui réagissent dans la rue et qui réagissent par des partages d'images de ce qui se passe à Gaza, ça va changer beaucoup de données, au-delà des aspects militaires et au-delà de la propagande qui est véhiculée autour. Reda Harira, justement, quand on parle des créateurs de contenu, aujourd'hui, les créateurs de contenu francophones sont dépassés par les créateurs de contenu anglophones et arabophones. Oui, ça va de soi, surtout qu'ils peuvent même à un moment donné ressentir une panne en matière de création, parce qu'ils ne savent pas déjà quelle thématique épouser. Parce que les créateurs francophones, comme je vous ai dit, sont tarabustés et ils n'ont pas encore le manuel qui leur permet de développer ne serait-ce que la thèse, l'antithèse et défendre le point de vue des uns et des autres. Pour revenir justement sur le silence des humoristes, en France, on a vu des humoristes intervenir, et pour donner un point de vue univoque, vous prenez l'exemple de Michel Bouchner, qui est intervenu pour demander à ce que les prisonniers qui ont été faits par Hamas soient libérés, c'est-à-dire les otages, sans parler des prisonniers palestiniens. Il y a 5000 prisonniers palestiniens. Mais il a pris la défense du camp sioniste. Oui, bien sûr, ça va de soi. Il est à Nice
et en Il y a eu compagnie- l'intervention et en compagnie d'Enrico d'Estrasi. Macias sur le plateau contre l'extrême gauche du mouvement Mélenchon. Et ce ne sont pas les seuls. Hein. Je peux énumérer. Je peux énumérer d'autres humoristes qui sont intervenus en faveur d'un camp sans chercher nécessairement à avoir une attitude qui est plus équilibrée. Maintenant, on a aussi l'humour noir. L'humour noir est venu pendant ce conflit, notamment d'Israël, où on a parlé de la mort du chef de l'aviation de Hamas, comme si Hamas avait une aviation avec les quelques ULM qu'ils ont, ou la mort notamment du chef de la marine de Hamas, comme si Hamas avait une marine. Là, on peut parler d'humour noir. Parce que dans la propagande véhiculée, on parle de guerre. Si vous avez vu dans les titres, les headlines, guerre Israël-Hamas. Ça veut dire que Hamas est devenu une nation qui a effectivement de l'aviation, qui a de l'artillerie, qui peut utiliser l'arme nucléaire. Et entre parenthèses, les experts parlent de 12 000 tonnes d'explosifs jetés sur Gaza. C'est presque l'équivalent de la bombe d'Hiroshima. Donc c'est du jamais vu dans l'histoire, cette manière de bombarder des civils et de faire en semblant comme si de rien n'était. Si vous permettez, Faisal Mataoui, je voudrais revenir sur Elon Musk. Le milliardaire américain avait assuré samedi que son service Internet Starlink soutiendrait la connectivité des organisations d'aide internationale reconnues à Gaza, coupées du monde depuis vendredi en raison de l'arrêt des télécommunications d'Internet par l'armée sioniste. Elon Musk, contrairement à tous les patrons de réseaux sociaux, fait front justement seul contre un petit peu le lobby sioniste et le lobby et ses réseaux et ses relais médiatiques. Oui, Elon Musk était critiqué déjà depuis longtemps. Mais dans la guerre en Ukraine. Bien avant, il était critiqué. J'ai lu beaucoup d'articles de grands médias occidentaux, comment il est présenté. D'ailleurs, on a vu un reportage sur lui il y a quelques jours où il est hyper protégé. Ils ont peur pour sa vie justement grâce à ses sorties médiatiques. Parce qu'il casse un peu, lui aussi casse aussi certaines, j'allais dire un consensus, un faux consensus. Elon Musk était attaqué depuis longtemps, depuis qu'il a lancé l'offensive pour le rachat de X, Twitter. Le fait qu'il laisse plus de liberté sur cette plateforme, de ne pas suivre le vieux monde, comme l'appellerait Donald Trump. Et donc là, il a... On regarde justement l'appareil Starlink, c'est un appareil un petit peu mobile qui permet un petit peu une connectivité qui n'est pas connectée au réseau d'alimentation mondial. Parce qu'il utilise les satellites et effectivement c'est un instrument anti-censure. Starlink a été utilisé en Ukraine aussi partiellement, utilisé à Gaza, et parce que pourquoi il a décidé de fournir l'Internet, c'est pour les organisations humanitaires internationalement reconnues à Gaza, c'est-à-dire la Croix-Rouge notamment, et la Croix et le Croissant-Rouge. Mais aussi la presse. Et la presse aussi, parce qu'Israël a voulu faire le blackout total pour empêcher qu'il y ait des images. Maintenant qu'on parle d'une offensive militaire terrestre, et donc pour empêcher qu'il y ait des images, qu'il y ait des retransmissions, qu'il y ait des lives, l'Internet fait peur. Et cette manière de réagir d'Elon Musk, je pense que c'est à saluer. Ça veut dire qu'on peut critiquer l'Occident pour son alignement sur les thèses israéliennes, mais il y a quand même des exceptions. Il y a quand même des hommes et des femmes, des organisations, des partis politiques, beaucoup d'associations qui ont quand même un autre discours et qui permettent de voir autrement le monde que le seul regard qu'on veut nous imposer. Et donc, cette attitude d'Elon Musk, je pense qu'elle a été critiquée, évidemment, parce que vous avez vu que le ministre un ministre israélien qui disait qu'on allait utiliser tous les moyens pour couper. Il faut préciser que l'État sioniste a demandé la suspension de l'accord entre l'État sioniste et Starlink. Donc, ils ne travailleront plus avec eux. J'espère que les pays arabes, membres de la Ligue arabe, ou les pays membres des pays musulmans, vont établir des contrats avec Elon Musk. Je ne lui fais pas de la publicité, mais je pense que son attitude dans un moment aussi
pénible. C'est pénible où et il y a- dramatique, oui. et dramatique, où il y a beaucoup de pression sur les entreprises, sur les médias, sur les hommes politiques. Un homme qui décide de prendre une décision importante, je pense que c'est à saluer. Que Faisal Matawi, une autre question, si vous permettez. Le fait de couper l'Internet pour l'État sioniste et l'armée sioniste voudrait dire qu'il voudrait couper l'image du massacre. Oui, l'image. C'est pour censurer l'image du massacre. C'est pour ça qu'ils s'attaquent aux journalistes. C'est pour ça qu'ils s'attaquent aux caméramans. C'est pour ça qu'ils s'attaquent aux photographes. On a eu une liste il y a 2 jours de presque 30 journalistes tués à Gaza. 30 journalistes. C'est même en état d'un grand conflit de haute intensité, d'une guerre. On n'aura pas ce nombre. Les journalistes sont protégés par les droits internationaux, comme les ambulanciers, comme les secouristes. Et je pense que ça continue dans cette logique. Ça veut dire qu'on ne veut pas d'image, qu'on ne veut pas de témoins, qu'on ne veut pas des traces pour le futur, qu'on ne veut pas de documents, si vous voulez, des témoins pour d'éventuelles. Pour l'information, la chaîne Al Jazeera a installé des caméras robots sur les toits des immeubles pour éviter que les journalistes qui sont justement sur les toits des immeubles soient ciblés. Parce qu'ils sont ciblés par des snipers, sont ciblés par des avions, par tous les moyens. Ça a commencé depuis avec Chérine Abou Aqla, et ça continue, la famille de Wael Dahdouh, etc. Donc il est en train de punir aussi les journalistes. Oui, Reda, brièvement. Je voulais brièvement revenir sur Elon Musk, qui avait parlé de notre pays lors d'une exposition l'an dernier de l'Algérie. Il avait dit qu'il était intéressé pour investir dans notre pays. Il a estimé que notre pays avait un certain nombre de potentialités. Je crois qu'il est d'origine sud-africaine, Elon Musk. Il a dit qu'il était intéressé pour investir, je crois, jusqu'à 1 milliard d'euros. J'espère que aussi bien les Algériens que les autres pays arabes prêteront une oreille attentive à ces propositions si elles sont sérieuses. Merci Reda Harirash, merci Faisal Matawi. C'était une émission spéciale Les influenceurs dans la guerre à Gaza. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau numéro, un nouveau décryptage du traitement médiatique consacré justement au conflit au Proche-Orient. Bonsoir.